Pour savoir si on agit suffisamment pour le climat à son niveau individuel, que ce soit dans sa vie perso ou au boulot, on peut mesurer son empreinte carbone et tenter d'améliorer le plus de choses possible. Seulement, au bout de quelques mois ou de quelques années, on peut se retrouver un peu bloqué. Et puis, est-ce que les actions qu'on met en place soi-même sont vraiment celles qui supprimeront le plus de CO2 dans l'atmosphère ? Ou est-ce qu'en allant convaincre des personnes, en formant, en créant des projets collectifs, l'impact de ce qu'on fait pour l'environnement ne peut pas être plus grand ? C'est une question qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, pour motiver les membres d'une structure, à la fois sur des éco-gestes individuels et sur des actions collectives, le challenge environnemental d'Énergic, qui soutient ce podcast, a mis en place un système de points avec différents classements. Alors qui sera celui ou celle qui aura adopté le plus d'éco-gestes, aura proposé la meilleure idée pour transformer l'entreprise, ou aura eu le plus de bonnes réponses au quiz ? C'est une façon d'encourager la participation à tous les niveaux par le jeu, plutôt qu'en essayant de convaincre par la gravité des enjeux auxquels nous faisons face. Envie de tester ? Vous pouvez aller regarder les démos de l'outil sur energic.io, le lien est dans les notes de cet épisode. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Qu'est-ce que je peux faire moi, en tant que simple salarié, pour l'écologie ?» Ce qui est commun à beaucoup de personnes qui s'intéressent aux questions écologiques, c'est parfois un sentiment d'impuissance. Quand on a fait le point sur ses actions individuelles, ou même celles de son entreprise si on est dans une structure de petite taille, on peut avoir l'impression que notre impact est vraiment extrêmement limité à l'échelle de la planète, ou même ne serait-ce que du pays ou de sa ville. Bien sûr, chaque tonne de CO2 en moins compte, bien sûr chaque espace naturel en moins impacte directement la biodiversité, mais quand on se compare aux millions de tonnes de CO2 de certaines industries, aux 25 000 hectares d'espaces artificialisés chaque année rien qu'en France, on peut vraiment avoir ce sentiment d'être une goutte d'eau dans l'océan. Moi-même, c'est une question qui m'occupe beaucoup l'esprit. Qu'est-ce que je peux faire, notamment de ma vie professionnelle, pour avoir le plus d'impact vertueux possible, pour changer le monde à grande échelle ? Et force est de constater que j'ai souvent du mal à trouver des exemples qui m'inspirent. Il y a plein d'initiatives, d'entrepreneurs ou d'entreprises qui font de belles choses, mais je me dis toujours qu'elles changent le monde qu'à une toute petite échelle, et ça me frustre. Alors dans cet épisode, je vous propose d'explorer et de retrouver notre pouvoir d'action direct, indirect, de notre influence et de notre pouvoir collectif également. Je vous propose de trouver des exemples inspirants qui, même s'ils ne changent pas le monde à eux seuls, qu'ils pourraient, ils contribuent du mieux qu'ils le peuvent. Un épisode à écouter le jour où vous avez besoin de mettre la frustration au placard. La première chose dont je voulais vous parler, c'est de notre façon de comptabiliser notre impact individuel sur l'environnement. J'avais fait un épisode récemment qui s'appelle « Comment avoir le plus d'impact écologique possible au travail ». C'était l'épisode 66 si vous le cherchez. Et je creusais ce que ça veut dire qu'avoir de l'impact. Les gestes individuels qui ont le plus d'impact au travail et comment on peut mesurer notre impact professionnel. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin avec le concept de l'ombre climatique. Vous en avez peut-être entendu parler. L'ombre climatique, c'est un concept inventé par une journaliste qui s'appelle Emma Paty en 2021. Elle aussi, elle était frustrée. Frustrée de la mesure d'empreinte carbone individuelle. Parce que si vous avez déjà mesuré votre bilan carbone personnel, vous avez vu que votre marge de manœuvre existe, mais elle est vite limitée. Certaines de nos émissions de CO2 ne sont d'ailleurs pas toujours liées à nos choix, ou en tout cas difficilement. Par exemple, quelqu'un qui vit et travaille en milieu rural, sans transport en commun ni voie recyclable, c'est plus difficile d'aller au travail sans voiture si c'est un petit peu loin. Et si vous êtes locataire, vous pouvez moins facilement engager des travaux de rénovation énergétique chez vous. S'il n'y a pas de poubelle de tri à votre travail, tout part dans la même benne. Bref, vous avez l'idée, tout ne dépend pas de nous. Donc pour venir compléter l'empreinte carbone individuelle, l'ombre climatique propose d'intégrer 3 notions. La première, c'est votre consommation. Donc c'est ce que vous achetez, mais aussi votre participation à une certaine culture de consommation. On va prendre un exemple individuel.
Par exemple, ça va être la différence entre manger dans une chaîne de fast-food et le partager sur vos réseaux sociaux, ce qui peut donner envie à d'autres personnes, ou de faire partie d'une AMAP avec des producteurs locaux que vous soutenez et prendre part à la distribution ou la communication du dispositif. Là, on a la consommation et notre participation à cette culture de consommation. L'ombre climatique, elle va aussi prendre en compte les choix qu'on fait. Par exemple, le type d'entreprise où on travaille. Est-ce qu'elle est vertueuse pour l'environnement ou au contraire pas tellement? Est-ce qu'elle est engagée ou pas? Et ça prend aussi en compte nos choix financiers. Vous savez que selon là où on met notre argent, ça peut créer plus ou moins d'émissions de CO2 selon où est-ce qu'il va être investi derrière. Et c'est un sujet qu'on avait abordé par exemple sur le podcast avec Julie Sans Souci de Reclaim Finance, où elle nous expliquait que l'épargne salariale finissait dans des fonds qui finançaient notamment des projets d'énergie fossile. Donc attention à là où vous mettez votre argent. Le choix, c'est aussi le fait de voter. Sans surprise, certains dirigeants politiques sont plus ou moins engagés et volontaires sur les sujets environnementaux. Ça peut aussi être les personnes pour qui vous votez au CSE de votre entreprise. Il y a peut-être des collègues plus engagés pour porter des sujets écolos au boulot que d'autres. Et enfin, troisième point, l'ombre climatique, elle intègre aussi l'attention qu'on porte à la cause climatique. C'est-à-dire, est-ce qu'on diffuse le message et les solutions ou pas? Si vous essayez de sensibiliser vos collègues, de pousser des actions dans votre entreprise, ou si vous faites du bénévolat pour des organisations qui luttent contre le dérèglement climatique, ça ne se reflète pas dans votre empreinte carbone personnelle, et pourtant c'est hyper intéressant et impactant. Donc ça entre dans votre ombre climatique. Ce que je voulais vous montrer avec ce cadre théorique, c'est notre pouvoir. Il n'est pas que dans nos actions individuelles. Et il y a certaines actions ou choix qui sont un peu plus invisibles et qui en fait ont un vrai impact et participent au changement. Pour vous donner un exemple qu'on va mieux développer sur le point suivant, ça va être par exemple l'exemple de Greta Thunberg. Si pour la planète elle avait dit « Ok, je deviens végétalienne », ok, c'est super, mais clairement son impact, ou son ombre climatique si on veut, il aurait été bien inférieur que ce qu'il est aujourd'hui grâce à son engagement pour la cause climatique, en encourageant les jeunes Européens à faire grève pour le climat et en allant porter son message auprès des dirigeants. Ce qui m'amène donc au point suivant, qui est l'influence. J'ai l'impression de souvent parler du pouvoir de l'influence dans ce podcast, mais c'est un fait incontestable. Vous changerez beaucoup plus les choses dans l'entreprise et en dehors en utilisant votre pouvoir d'influence plutôt qu'en changeant uniquement votre propre comportement. Il y a quelques années, j'étais dans une association où on parlait poétiquement du fait de semer des graines du changement autour de nous. Et c'est vraiment ça l'idée. Qu'est-ce que je peux faire moi, simple salarié ou professionnel dans mon coin? Eh bien, je peux utiliser mon pouvoir d'influence. Je peux prendre la parole pour convaincre mes collègues, ma direction, mes partenaires, mon réseau sur LinkedIn, mon secteur d'activité, etc. Prenons quelques exemples. Imaginons que vous arrivez à convaincre votre direction qu'il faut établir une charte de déplacement dans l'entreprise qui va limiter ou interdire l'avion pour favoriser le train. Si vous-même, vous ne prenez déjà pas l'avion, ça ne va pas modifier votre empreinte carbone. En revanche, c'est bien vous qui avez contribué à faire changer les choses. Et grâce à vous, il y a plein de vos collègues qui vont favoriser le train pour leur déplacement. Et c'est votre pouvoir d'influence. Un autre exemple, pour montrer que l'influence en externe est parfois plus intéressante aussi, vous connaissez peut-être une entrepreneure qui s'appelle Julia Faure et qui a créé une marque de vêtements éthiques qui s'appelle Loom. Donc elle prône une croissance limitée de son entreprise, donc clairement, c'est pas avec ses vêtements qu'elle va révolutionner le secteur de la mode. Son impact quand quelqu'un achète un t-shirt éthique plutôt que de fast fashion, il est réel, mais il est limité. Et ça change pas structurellement la donne. Sauf que, Julia, elle s'arrête pas là. Parce qu'elle utilise son entreprise pour militer contre la fast fashion et la pollution de la mode. Donc elle a créé un réseau qui s'appelle En Mode Climat, qui fédère 600 patrons industriels professionnels de la mode pour réclamer des lois contraignantes. Et moi j'ai l'impression de la voir partout dans les médias, des podcasts, des magazines, des événements, en train de rappeler et de rabâcher l'impact néfaste de la mode et de demander la mise en place obligatoire d'un indice réparabilité sur les vêtements et de durabilité. C'est son pouvoir d'influence qui est appuyé sur son propre exemple d'entreprise, parce que voilà, il faut pouvoir montrer que c'est possible aussi, et qu'elle a utilisé pour militer dans son secteur d'activité. Ce qui est à nouveau
une excellente transition pour parler du point suivant que je voulais aborder, tout à fait en lien avec le pouvoir d'influence, qui est le pouvoir du collectif. Alors je vais commencer cette partie avec une citation tout à fait déprimante de Naomi Klein, qui a écrit « La dure vérité est que la question à la réponse « Que puis-je faire en tant qu'individu pour arrêter le changement climatique ?» est rien. Ça fait mal, et notre frustration est en train de ressortir du placard où on avait commencé à la planquer. Mais en fait, ce qu'elle entend par là, c'est que regarder sa propre consommation sans s'attaquer à des changements systémiques, qui sont impulsés par des politiques, et malheureusement peu par les citoyens, ça fonctionne pas. Idem pour les entreprises. Si on veut transformer le système, il faut passer par la politique. Vous allez me dire que la politique, ça n'a rien à faire sur Écolo au boulot parce qu'on parle entreprise normalement. Oui et non. Ça fait aussi partie de mes prises de conscience de ces dernières années, pour tout vous dire, que l'entreprise n'est pas qu'un acteur économique. C'est aussi un acteur politique. Et on connaît d'ailleurs le pouvoir du lobbying. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la presse, souvent quand une entreprise protège ses intérêts personnels, elle fait du lobbying, et quand elle demande de contraindre un secteur dans un but écologique et social, elle est militante. Parce que moi j'utilise le mot lobbying, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut l'être, quand l'objet est de faire passer les intérêts économiques de l'entreprise ou d'actionnaires devant ceux des populations et de notre environnement, mais le lobbying pour le climat et la nature, ça existe aussi. C'est l'exemple de Julia Ford avec En mode climat, et c'est aussi l'exemple très récemment de 100 000 entreprises européennes qui viennent de créer une coalition qui vise à soutenir le Green Deal européen et la transition écologique sur le continent. Et c'est un mouvement qui s'oppose à certains représentants d'entreprises qui, eux, sont plutôt en train d'essayer d'entraver les ambitions du Green Deal, alors que ces entreprises qui soutiennent le Green Deal, elles demandent au contraire plus de mesures de régulation pour la transition écologique, comme une TVA verte ou renforcer la taxe carbone par exemple. En France, il s'agit d'entreprises qui font partie de réseaux comme les entreprises à mission ou le mouvement Impact France par exemple. Et ces entreprises-là, elles utilisent la force du collectif. Donc déjà, vous pouvez regarder autour de vous, dans votre secteur. Est-ce qu'il y a des mouvements, des collectifs, des coalitions d'entreprises ou de professionnels envers la cause environnementale et sociétale ? Et puis voilà, si ça n'existe pas, pourquoi pas créer un mouvement ? Évidemment, j'ai aussi déjà parlé des collectifs en interne dans les entreprises. Ce sont ces groupes de salariés qui s'engagent et qui s'y mettent à plusieurs pour influencer leur entreprise de l'intérieur à agir pour la transition écologique. Si vous ne l'avez pas écouté, il y a l'épisode 71 du podcast où 3 salariés racontent la naissance de leur collectif et les actions qu'ils ont pu mener en interne. Alors en faisant quelques recherches pour cet épisode, je suis tombée sur une citation d'Al Gore dans laquelle il dit, à propos du fait de changer le système, « Écrivez à votre député. S'il ne vous répond pas, appelez-le. S'il ne vous répond pas, présentez-vous à son bureau. Et s'il ne vous répond pas encore, présentez-vous contre lui. » Alors, c'était un peu pour la blague, mais ce qui ressort par contre, typiquement, c'est que quand on contacte un député, c'est qu'au bout de 4 ou 5 demandes similaires qu'il va considérer le sujet. Rarement avant. Et c'est la même chose en interne dans votre entreprise. Si vous êtes seul à faire une demande, il se passera sans doute rien. Mais si vous vous coordonnez avec plusieurs collègues, vous aurez plus de chances d'être entendu. À plusieurs entreprises d'un secteur, vous pouvez vous faire écouter des pouvoirs publics et citoyens, beaucoup plus facilement que si vous êtes seul. Et d'ailleurs, ça vous demandera moins d'énergie, parce que ce sera porté par le collectif. Bref, le collectif, c'est pas seulement une belle valeur, c'est essentiel pour avoir de l'influence et changer les choses autour de soi. Pour conclure cet épisode à propos de qu'est-ce que je peux faire moi, simple salarié ou professionnel pour faire changer les choses, a priori la réponse, c'est pas grand-chose. Vous pouvez agir à votre niveau, il faudra le faire à un moment ou un autre, mais on en retirera quand même des cacahuètes. Là où vous pouvez vraiment agir, c'est dans votre rapport aux autres. Si vous restez là à ne regarder que vos actions individuelles, évidemment vous allez être frustré. La question c'est, dans quel mouvement je m'inscris ? À quoi je contribue ? C'est pas grave si vous n'avez pas la réponse tout de suite maintenant, évidemment. L'objectif de cet épisode, c'était plutôt de vous amener peut-être à avoir une nouvelle vision des choses, ou au moins avoir du grain à moudre pour penser votre action écolo au boulot. Alors voici les fameux 3 conseils de fin d'épisode pour passer à l'action, selon 3 niveaux.
Et donc le premier niveau, le niveau individuel, eh bien arrêtez de penser à votre niveau individuel et passez au niveau 2 et 3. Bon, j'enfonce lourdement le clou, mais c'est pas tout à fait exact, parce que la première étape, ça pourrait quand même être de vous interroger sur votre ombre climatique. C'est le premier point dont j'ai parlé. Donc souvenez-vous, il s'agit de votre consommation et culture de consommation, de vos choix et de l'énergie que vous mettez pour diffuser les messages et les solutions de lutte contre le dérèglement climatique et pour l'environnement en général. Ça vous donnera un spectre un peu plus large que juste votre empreinte carbone personnelle de ce que vous êtes capable de faire pour l'environnement. Niveau 2, collectivement, avec vos collègues ou d'autres professionnels de votre secteur, eh bien faites alliance pour utiliser votre pouvoir d'influence collectif afin de faire valoir vos revendications. Et niveau 3, au niveau de toute l'entreprise, idem. Regardez dans votre secteur si vos intérêts économiques peuvent converger avec des intérêts écologiques et sociétaux. Et faites remonter ce dont vous avez besoin pour mener votre mission à bien, tout en protégeant la planète et en laissant une empreinte positive sur les populations. Et ne regardez pas juste vos entreprises, évidemment, regardez bien dans votre secteur ou dans des entreprises qui auraient des intérêts similaires pour pouvoir porter ces projets ensemble. C'est tout pour cet épisode grain à moudre. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas, les idées qui vous sont venues en l'écoutant, en me laissant un commentaire directement sur votre plateforme d'écoute, par email à cassandre@écoloauboulot.fr ou sur les réseaux sociaux d'Écolo au Boulot. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au Boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!